Et il y a une image d'Épinal extrêmement tenace quand on pense aux environnements à très haute pression, qu'il s'agisse d'une salle de marché tentaculaire ou d'un bloc opératoire. Ouais, ou même simplement le bureau d'un cadre qui gère un budget critique avec des délais impossibles. Exactement, on visualise instantanément la mâchoire crispée, le front berlé de sueur, l'angoisse palpable dans la pièce. En fait, on associe presque automatiquement la discipline de ces milieux à une forme de souffrance inévitable. C'est ça, comme si la douleur et le stress, c'était un peu les impôts obligatoires à payer pour être performant. Mais la plongée qu'on fait aujourd'hui, elle propose une perspective totalement différente. Que se passerait-il si les personnes qui excellent dans ces milieux n'étaient pas celles qui tolèrent le mieux la souffrance? Et si c'était au contraire celle qui arrive à la transformer en un processus organique et presque agréable? C'est un renversement assez radical par rapport à notre culture de l'effort traditionnel. Ah oui, parce que depuis toujours, on nous vend la force brute, quoi. Serrer les dents, forcer sa nature. Ouais, faire preuve d'une volonté inébranlable pour plier la réalité. Or, l'approche qu'on examine dans ce décryptage, c'est avant tout une question d'adaptation neurocomportementale. Donc il s'agit plus de faire la guerre contre soi-même, en fait. Exactement. Il s'agit plutôt de comprendre la mécanique de notre propre esprit pour arrêter de subir la discipline. Et l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, pour que ce soit utile à quiconque nous écoute, c'est vraiment de mettre en lumière ce mode d'emploi pragmatique, une vraie méthode mécanique pour utiliser l'activité professionnelle ou financière comme un simple terrain d'entraînement. Voilà, l'activité n'est plus l'objectif final. C'est l'outil qui permet de façonner une architecture mentale plus résiliente. Mais bon, pour opérer cette transition, il faut d'abord établir une cartographie précise de là où on se trouve. Bah oui, on peut pas optimiser un système si on comprend pas ses rouages. Ok, du coup, décortiquons tout ça. Par où on commence concrètement? C'est la première étape incontournable de ce mode d'emploi, la mise en place de ce qu'on appelle une échelle de performance. Avant même de chercher à s'améliorer, il faut disséquer son activité en compétences distinctes. Donc on isole quoi? Une dizaine d'axes cruciaux? Ouais, l'idée c'est d'isoler 10 axes de performance et de s'évaluer sur chacun d'eux avec une honnêteté vraiment brutale. D'accord, donc au lieu de dire un truc vague, genre je dois être meilleur ou je dois faire moins d'erreurs, on découpe le problème. Quels sont ces axes exactement? Ça dépend de l'activité, mais pour la prise de décision sous incertitude, on retrouve bien sûr la gestion du risque ou la capacité à lire la volatilité. Des trucs assez classiques, quoi. Ouais, mais là où ça devient singulier, c'est l'intégration d'axes comportementaux très fins. Par exemple, la patience. Elle est évaluée de 1 à 10. C'est-à-dire la capacité à ne rien faire quand c'est le chaos autour? C'est ça. On mesure aussi l'impact émotionnel de l'enjeu. À quel point un gain ou une perte vient biaiser ton jugement le lendemain. Et de manière encore plus surprenante, le plaisir lui-même est un axe de performance à part entière. Ah, c'est super intéressant. C'est un peu comme le tableau de bord d'une voiture, en fait. Comment ça? Bah, si on roule de nuit et que la jauge d'essence est presque vide, on va pas taper sur le tableau de bord ou se flageller moralement d'avoir une mauvaise voiture. Ah ouais, je vois l'idée. On cherche juste une station-service, quoi. Le voyant, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste un repère factuel. L'échelle de performance, c'est pas réel, non? C'est une excellente métaphore. Constater qu'on est à 3 sur 10 en patience, c'est pas une condamnation. C'est un indicateur qu'un réservoir précis est vide. Et cette distinction, elle est fondamentale pour éviter la paralysie. Pourquoi la paralysie? Parce que l'erreur classique quand on fait ce diagnostic et qu'on voit plein de jauges dans le rouge, c'est de vouloir tout réparer en même temps. Or, le principe cardinal du mode d'emploi, c'est de préserver son énergie cognitive. Donc, on ne travaille pas sur tout à la fois? Non, on ne travaille un jour donné, que sur l'axe pour lequel on a un minimum d'énergie et d'envie. Attends, mais dans un monde ultra compétitif, choisir de travailler que sur ce qui nous attire le matin même, ça peut passer pour de la paresse, non? Si mon axe gestion du risque est catastrophique, faut bien le corriger en urgence. Sur le papier, ouais, ça semble logique. Mais neurologiquement, forcer l'apprentissage sur une zone de friction, ça crée une charge cognitive immense. Le cerveau cherche toujours l'efficience. Donc si je le force sur un truc qui me stresse, Bah, ton amygdale va percevoir cet apprentissage comme une menace. Tu rentres dans une boucle de frustration, l'information ne rentre pas, l'épuisement s'installe et ta discipline s'effondre. ah ouais, d'accord. En laissant l'énergie disponible dicter le travail du jour, on s'assure d'intervenir quand le cerveau est vraiment réceptif. Le tableau de bord donne la direction et l'énergie choisit le chemin. C'est exactement ça. Mais du coup, ça résout pas le problème de fond. L'effort reste nécessaire. Pour passer de 3 à 8 sur 10, il y a besoin de carburant. Si la volonté brute, ça marche pas sur le long terme, c'est quoi le moteur? Et c'est là qu'on touche au véritable levier de ce mode d'emploi. L'utilisation stratégique du système sensoriel pour générer du plaisir. Du plaisir, dans des tâches rébarbatives. Ouais, puisque la volonté s'épuise, on la remplace par le circuit de la récompense.
Le but, c'est de créer artificiellement de nouveaux chemins neuronaux en associant une action angoissante à un stimulus sensoriel immédiat. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment on orchestre ça concrètement au quotidien? On utilise ces 5 sens. Prenons la discipline matinale par exemple. L'astuce, ça peut être d'associer la mise au travail à une odeur très spécifique, un parfum qu'on ne sent qu'à ce moment-là. L'odorat a un accès direct au système limbique. D'accord. Le parfum comme déclencheur. Il y a d'autres sens? Oui, la récompense gustative est très efficace. Par exemple, après avoir pris une décision difficile, comme couper un projet qui échoue ou accepter une perte financière, tu manges un bonbon à la menthe. Attends. Là, j'ai besoin de te challenger un peu. On est en train de dire qu'il faut se traiter comme un petit chiot qu'on dresse avec des friandises. Manger un bonbon pour s'encourager quand on gère des millions, c'est pas un peu simpliste? C'est une réaction très courante. Mais ce qui est fascinant ici, c'est qu'on sous-estime la biologie. C'est pas du dressage infantile, c'est du piratage neurobiologique pur et dur. Ah ouais? Vas-y, explique. Il faut comprendre ce qui se passe dans le cerveau face à une haute pression. Immédiatement, c'est l'amygdale qui prend le contrôle. C'est la structure de survie de la lutte ou de la fuite. Le cerveau reptilien, quoi. Exactement. Pour lui, perdre du capital ou subir un échec critique, c'est comme s'exposer à la famine. C'est une menace mortelle. Le rythme cardiaque explose, le cortisol inonde tout, la vision se rétrécit. Et dans ce mode urgence, notre fameux néocortex, la partie logique, elle est complètement hors ligne. Totalement débranché. C'est pour ça qu'on prend des décisions stupides sous la panique. La logique ne peut rien faire face à un cerveau primitif qui hurle à la mort. Et c'est là que le bonbon à la menthe ou le parfum intervient. Ah, je commence à capter. En introduisant un stimulus fort, agréable et nouveau, à l'instant même où le cerveau attend de la douleur, on crée une dissonance cognitive magistrale. Le système envoie un signal contradictoire, en fait. Ouais, le goût dit au système limbique « Et attends, la situation est censée être mortelle, mais je perçois du sucre et de la fraîcheur. Donc le danger n'est peut-être pas si grave. C'est un vrai disjoncteur. Hum. On casse la boucle de panique en forçant le cerveau à traiter une info réconfortante. Au lieu d'utiliser des arguments intellectuels, on calme l'amygdale avec son propre langage, Ouais. les sens. Exactement. Et ça marche aussi avec le toucher. Un autre exemple pragmatique, c'est le rejet des écrans pour certaines tâches d'analyse. Au lieu de taper sur un clavier froid, Voilà. On utilise un beau carnet physique. Le poids du papier, la texture sous les doigts, le bruit du stylo et la proprioception du mouvement. Tout ça ralentit les pensées et rend l'analyse de ses propres erreurs beaucoup moins agressive. d'accord, donc le tableau de bord identifie les failles et ces rituels sensoriels servent de lubrifiant pour changer sans douleur. Mais il y a un piège là, non? Lequel? Comment on sait que ça marche vraiment? Comment être sûr qu'on n'est pas juste en train de s'illusionner avec de jolis carnets et des bonbons? L'esprit humain adore s'auto-persuader qu'il progresse. Et tu mets le doigt sur la limite de la simple pensée positive. Se regarder dans le miroir et dire « je suis discipliné », ça ne trompe pas le cerveau longtemps. C'est pour ça qu'on a un troisième pilier, bâtir des références factuelles. Des références factuelles, c'est-à-dire. Dans cette méthode, une référence, c'est pas une émotion ou une intention, c'est un fait. C'est une preuve concrète de changement. Donc on cherche à amasser des preuves contre notre propre scepticisme. C'est ça. Si ton problème, c'est la concentration et que tu mets un bloqueur d'application pendant 2 heures, le fait de travailler ces 2 heures sans interruption, c'est une donnée froide. C'est une référence. Ou si on décide de plus regarder ses mails après 20 heures et qu'on le fait vraiment, ça compte comme une référence. Exactement. Et l'équation fondamentale du changement, elle est simple. L'accumulation quotidienne de ces références crée un point de bascule. Au début, tu récoltes quelques preuves, ça génère une simple croyance. On se dit, tiens, c'est peut-être possible que j'y arrive. Voilà, mais c'est fragile. C'est en empilant ces faits bruts chaque jour que la croyance devient une conviction inébranlable. Imagine cette conviction comme une table. Les références, ce sont les pieds de la table. Plus il y a de pieds, plus la table est solide face à la pression. C'est du pragmatisme absolu en fait. Si le carnet produit des références, on le garde. Si ça change rien à notre comportement, on le jette direct sans sentimentalisme. Règle pragmatique absolue, on ne fétichise pas l'outil, on ne garde que ce qui engendre un changement. Tout ça a l'air super fluide sur le papier, mais la réalité c'est parfois plus chaotique. Il y a des moments où on se heurte à un vrai mur. C'est sûr, les blocages profonds, ça arrive. Par exemple, une erreur technique qu'on répète en boucle. Genre, on oublie toujours de mettre une sécurité sur une action et on se plante toujours de la même manière. Le cerveau refuse de créer des références positives là. Comment on force le système quand c'est complètement bloqué? C'est le moment de vérité du mode d'emploi.
Quand le chemin neuronal de l'échec est tellement creusé qu'on y glisse tout seul, insister avec la même approche ne sert à rien. Il faut défricher une voie nouvelle. Donc il faut surprendre le cerveau. Absolument. Le cerveau demande deux choses pour contourner cette anxiété. De l'information inédite et un effet de nouveauté ultra puissant pour réveiller l'attention. C'est la quatrième étape, l'ancrage et l'inventivité. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique de créer un ancrage ancré? Ça implique de créer des rituels personnels qui engagent le corps ou les sens d'une manière inattendue. Par exemple, quand tu viens de bien gérer une perte difficile, tu serres le poing très fort et tu cries « Yes ». Attends, célébrer une perte en serrant le poing? Mais c'est absurde. C'est justement l'absurdité qui oblige le cerveau à réinterpréter la situation. Tu transformes la sensation de défaite en un signal de contrôle total. Ah, je vois, c'est malin. Il y a d'autres rituels de ce genre? Certains manipulent leur environnement. S'habiller en costume de grand consultant chez soi juste pour induire un état d'esprit martial. Ou modifier toutes les bougies de son graphique financier en bleu apaisant pour prouver sa propre concentration. Ça veut dire que le but n'est plus de subir ses angoisses, mais d'utiliser sa curiosité pour inventer ses propres solutions, même si elles ont l'air complètement loufoques. Exactement. L'objectif, c'est d'envoyer un signal massif au système nerveux pour dire « l'ancien comportement automatique n'a plus sa place ici ». Et il y a une astuce audio qui illustre ça à la perfection. Ah oui, je vois de quoi tu parles, l'enregistrement vocal accéléré. C'est vraiment la démonstration parfaite de ce refus de la contrainte. Tu veux l'expliquer ? Ouais, parce que c'est génial. Le concept, c'est de prendre la règle qui nous angoisse le plus, genre l'obligation de fermer une position sous peine de tout perdre. On la dicte très sérieusement sur son téléphone, mais au lieu de l'écouter gravement, on la passe en accéléré. Et le résultat audio est immédiat. La voix devient hyper aiguë, précipitée, ça ressemble à un personnage de dessin animé. Et ça provoque forcément le rire. Entendre ses propres terreurs débiter avec une voix de rongeur sous caféine, ça désamorce toute la menace. On peut juste plus prendre le danger au sérieux. Si on relie ça à la situation globale, la neurobiologie du rire est incroyable. Le rire, c'est le signal évolutif ultime que l'environnement est sûr. Donc ça coupe le cortisol? Ça le supprime instantanément et ça libère dopamine et endorphine. L'amygdale comprend qu'il n'y a pas de prédateur. Le mur de l'anxiété s'effondre. Et ta règle stricte, au lieu de s'imprimer dans la douleur, elle s'imprime dans la détente. C'est fou quand même. On résout un blocage comportemental majeur avec une simple blague audio. Ça désacralise totalement le processus d'amélioration de soi. Oui, l'idée, c'est de ne plus lutter contre sa nature. En créant tes propres ancrages loufoques ou sensoriels, tu valides ce qui est bon pour toi. Et au fil du temps, l'instinct prend le relais sur l'effort. Ce qui demandait une volonté de faire hier devient un réflexe automatique aujourd'hui, juste porté par le bien-être. C'est vraiment puissant. Si on résume ce mode d'emploi pour notre auditoire, il y a 4 étapes clés. Je t'écoute. 1. Utiliser l'activité comme un simple outil pour évoluer, sans subir la discipline. 2. Cartographier ses compétences sur l'échelle de performance en respectant son énergie du jour. Très juste. 3. Trouver des astuces sensorielles, le moteur du plaisir, pour court-circuiter l'amygdale. Et 4. Accumuler les références factuelles pour forger des convictions solides grâce à l'inventivité. C'est un protocole d'une efficacité redoutable. Et pour clôturer, j'aimerais partager une dernière réflexion avec notre auditoire. Vas-y, on t'écoute. Si on peut reprogrammer totalement la façon dont notre cerveau gère des pertes financières ultra stressantes, juste avec un bonbon à la menthe et un mémo vocal accéléré, on peut se demander quelles autres montagnes dans nos vies nous pourrions déplacer. Surtout si nous arrêtions d'essayer de les escalader par la seule force brute pour chercher simplement le bon déclencheur de dopamine. C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde pour les jours à venir. Merci à quiconque nous écoute d'avoir exploré ces rouages fascinants avec nous aujourd'hui et à très bientôt.